2 chiffres suffisent à briser un récit réputé immuable. En quelques semaines, la conversion de 15 600 détenus en soldats et la reprise de 92% des zones auparavant sous pression déplacent l'image d'un État affaibli vers celle d'un mécanisme interne, rapide, discipliné et politiquement explosif. Que signifie ce basculement pour les villages, les routes et les marchés, et pourquoi Ibrahim Traoré s'impose-t-il comme l'axe discret de cette recomposition? La suite dira si cette souveraineté tient sous la contrainte du réel. L'analyse se limite volontairement à une promesse simple: distinguer ce qui relève d'un pari risqué de ce qui ressemble à un mécanisme reproductible, parce que les deux produisent des effets très différents lorsqu'ils sont copiés, contestés ou instrumentalisés. Se comprendre, dit la mécanique, évite les jugements hâtifs et stériles durables. L'enjeu pour le spectateur reste concret: mesurer un basculement sans le confondre avec un succès automatique et sans réduire l'ensemble à une admiration ou à un rejet. Si le dispositif échoue, il fragilise la confiance institutionnelle et renforce les lectures mode fatalistes. S'il tient, il ouvre une brèche conceptuelle sur la manière dont justice, sécurité et société peuvent s'articuler. Tout se joue dans l'écart avant-après. Ici, la sécurité n'est plus décrite comme un apport extérieur, mais comme un produit interne évalué par des effets observables. La suite cherchera des repères vérifiables, en restant sobre sur les intentions et strict sur les conséquences. En moins de 2 ans, 92% des zones auparavant sous pression armée repassent sous contrôle effectif. Ça, ce chiffre, rarement mis en avant, oblige à relire la dynamique sécuritaire du Burkina Faso comme une séquence mesurable, plutôt qu'un cycle fataliste. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, ce pourcentage n'est pas présenté comme un aboutissement, mais comme un signal précoce. Quelque chose s'est déplacé dans la relation entre sécurité, justice et souveraineté. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au décor initial. Pendant des années, le Sahel est décrit comme un espace condamné à l'instabilité chronique. Les interventions extérieures se succèdent, les promesses de stabilisation s'accumulent, tandis que les villages se vident, les routes se ferment et l'économie locale s'asphyxie. La peur devient une routine. Les marchés perdent leur fonction sociale. La mobilité se transforme en risque permanent. Dans ce contexte, chaque initiative nationale est perçue comme marginale, parfois symbolique, rarement décisive. La première rupture survient lorsque la sécurité cesse d'être pensée comme un apport extérieur et devient un produit interne. Cette inflexion ne repose pas sur un discours spectaculaire, mais sur des décisions brèves, opérationnelles et immédiatement vérifiables. Ibrahim Traoré impulse une reconquête territoriale articulée à une réinvention institutionnelle où la réforme pénitentiaire complète une chaîne de choix orientée vers la récupération du terrain et la restauration d'une cohésion sociale minimale. Ce qui surprend les observateurs n'est pas seulement l'ampleur du chiffre, mais sa temporalité. Le retournement est rapide, presque compressé, comme si plusieurs années de stagnation avaient été absorbées en quelques mois. Cette accélération nourrit à la fois l'intérêt et la méfiance. Comment un État décrit comme affaibli produit-il un tel renversement sans soutien massif visible? La réponse ne vient pas d'une proclamation. Elle commence à se lire dans des écarts concrets entre un avant et un après. Les premiers effets tangibles apparaissent loin des centres de décision, dans des scènes ordinaires qui fonctionnent comme des capteurs sociaux. À la périphérie d'un village agricole, un homme observe une unité mixte patrouiller à l'entrée du marché. Parmi les soldats, certains visages lui sont familiers, associés autrefois à de petites infractions. La reconnaissance ne provoque ni colère ni célébration, seulement une attente prudente. Un salut bref suffit à dissiper une crainte accumulée pendant des années. Dans un quartier populaire, une scène comparable se répète. Une mère identifie son fils au sein d'une patrouille chargée de sécuriser un marché où il avait été arrêté autrefois. Elle ne parle ni de rédemption ni de miracle. Elle évoque un devoir rendu à la communauté. La formule circule sans slogan ni mot d'ordre officiel. Elle décrit une réintégration visible, évaluée par les comportements plutôt que par les discours. Ces microscènes n'ont rien d'anecdotique. Elles révèlent comment la réforme agit d'abord sur les perceptions
avant de se stabiliser dans les statistiques. La discipline observée, la posture, la constance des routines modifient progressivement la manière dont les communautés interprètent la présence armée. L'uniforme cesse d'être un symbole exclusif de contrainte. Il devient un indicateur de responsabilité assumée. Et ce déplacement entraîne un effet mesurable. Les marchés rouvrent, les déplacements reprennent, la peur recule sans déclaration officielle. Quand la sécurité redevient lisible, la confiance commence à revenir. Avant la réforme, le système pénitentiaire absorbait une population jugée improductive, immobilisée dans un cadre saturé et coûteux. Après la décision, la logique s'inverse brutalement. Tout commence par un geste administratif d'une brièveté déconcertante. Un décret d'une douzaine de lignes signé par Ibrahim Traoré circule un matin entre les bureaux du ministère de la Justice. Il n'annonce ni amnistie ni grâce collective. Il ordonne une réaffectation immédiate, sans zone grise, entre sanctions et services. L'activation est volontairement rapide. En quelques heures, les directions pénitentiaires reçoivent des instructions précises. Les listes sont dressées, les catégories infiltrées. Environ 15 600 noms émergent d'un système longtemps saturé. À Ouagadougou, Bobo Dioulasso et dans plusieurs centres régionaux, les portes s'ouvrent sans cérémonie. Les détenus ne sont pas libérés au sens classique du terme, ils sont absorbés. Les chaînes disparaissent, remplacées par des engagements formels et des obligations strictes. Cette transition sèche frappe immédiatement l'opinion. L'État change de rythme. La vitesse devient un message politique implicite. Éviter l'attente, c'est éviter la contestation prématurée. Quelques jours plus tard, le dispositif atteint son premier pic visible dans des centres d'entraînement improvisés mais rigoureusement encadrés. Sous un soleil écrasant, des milliers d'hommes se tiennent alignés. Les instructeurs imposent une discipline sans concession. C'est une course à l'aube, formation tactique en journée, session civique le soir. L'objectif n'est pas de glorifier l'effort, mais de produire une rupture mentale nette. Les conseillers proches d'Ibrahim Traoré évoquent alors, sans l'officialiser, un front de l'esprit. La répétition quotidienne remplace l'improvisation. La contrainte devient lisible. L'ancien statut pénitentiaire n'est ni effacé ni nié. Il est encapsulé dans une nouvelle fonction. La frontière entre punition et utilité commence à se dissoudre. Les répliques apparaissent presque aussitôt dans l'espace civil. Dans les villages, la présence de ces unités modifie les comportements. Les routes secondaires, longtemps évitées, redeviennent praticables. Les marchés reprennent une activité régulière. Les familles, autrefois cantonnées au parloir des prisons, se déplacent désormais vers les casernes. Elles apportent des repas, des vêtements, parfois des outils. Ces gestes discrets signalent un ajustement social profond. À ce stade, la réforme cesse d'être un événement isolé. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, elle s'inscrit dans une trajectoire où la vitesse initiale cède progressivement la place à la tenue dans la durée. La question n'est plus seulement d'agir vite, mais de savoir si cette dynamique peut résister à l'épreuve du temps. Avant la réforme, les indicateurs convergeaient vers une trajectoire dégradée. Après sa mise en œuvre, ils s'inversent de manière cohérente dans les zones concernées, sans prétendre à une disparition du risque. Le passage du baseline au delta observable devient le premier test de crédibilité du dispositif porté par Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas d'empiler des chiffres, mais de comprendre comment des écarts mesurables traduisent un changement de fonctionnement. Un premier indicateur concerne la sécurité. Dans les zones couvertes par les unités issues de la réforme, les attaques armées reculent de 37%. Pour faire simple, une occupation plus continue réduit l'effet de surprise adverse. Cette baisse n'implique pas une pacification totale. Elle signale une réduction tangible de la capacité opérationnelle des groupes armés liée à la régularité des patrouilles et à une meilleure lecture des itinéraires informels. Toujours sur le plan sécuritaire, un sous-indicateur précise la dynamique. Autour de Kaya et de Dori, le nombre d'embuscades passe de 27 à 17 en un trimestre. Pour faire simple, la topographie devient lisible, les axes cessent d'être intermittents. Cette variation suggère un déplacement structurel plutôt qu'une accalmie ponctuelle. Les routes secondaires, longtemps évitées, redeviennent praticables parce que la présence armée cesse d'être sporadique et devient prévisible. Un deuxième indicateur concerne l'économie rurale.
Dans le Nord, la production agricole progresse de 21% sur la période observée. Pour faire simple, la sécurité minimale permet une exploitation continue des terres. Cette hausse reflète un retour à des routines simples mais décisives. Les champs abandonnés redeviennent accessibles, les canaux sont réparés, les moissons sont protégées. Plus de 600 hectares sont remis en culture, non par une subvention extérieure, mais par une stabilisation locale des conditions de travail. Ces deux blocs de données s'articulent. La baisse des attaques sécurise les routes. La lisibilité des axes permet la circulation des intrants agricoles et des récoltes. Les marchés hebdomadaires reprennent leur fonction de régulation. Les flux de transport cessent d'être exceptionnels. L'économie locale ne se transforme pas instantanément, mais elle sort d'une spirale de contraction entretenue par l'insécurité chronique. Pris isolément, chacun de ces indicateurs pourrait être contesté. Une baisse peut être temporaire, une hausse peut être conjoncturelle. Ensemble, ils dessinent une cohérence fonctionnelle. La sécurité cesse d'être un discours et devient une condition vérifiable. L'économie cesse d'être une promesse et redevient une pratique. La lecture la plus prudente consiste à reconnaître un déplacement réel sans conclure à une victoire définitive. Les chiffres ne garantissent pas la durabilité. Ça, ils attestent d'une capacité à produire de l'ordre là où dominait la fragmentation. C'est précisément ce déplacement mesuré et exposé qui déplace le débat public, non plus ce que l'État promet, mais ce qu'il parvient effectivement à faire. Deux objections dominent l'analyse prudente de ce dispositif et méritent d'être formulées dans leur version la plus solide. La première concerne le risque sécuritaire intrinsèque. Armée d'anciens détenus pourrait fragiliser la stabilité nationale. Une force issue des prisons serait traversée par des loyautés fragiles, une discipline superficielle et des tensions latentes. Sous stress opérationnel, un incident isolé suffirait à fissurer la confiance publique et à retourner l'opinion. À cette inquiétude s'ajoute une objection éthique. Convertir une peine en service militaire brouille la frontière entre justice et utilité. Le dispositif pourrait affaiblir la légitimité du processus judiciaire en donnant l'impression que la sanction devient négociable. Une seconde critique, connexe, redoute une militarisation de la détresse sociale. Transformer la marginalité en ressource sécuritaire installerait un précédent ambigu, incitant l'État à utiliser la misère comme réservoir structurel au lieu d'en traiter les causes profondes. Formulées ainsi, ces objections sont sérieuses. La réponse la plus robuste ne consiste ni à moraliser ni à minimiser. Elle revient aux faits observables. À ce stade, aucun cas de désertion n'est signalé. Aucune rupture de discipline majeure n'est documentée. Les indicateurs précédemment exposés, baisse des attaques, reprise agricole, ou continuité des patrouilles, ne prouvent pas une perfection, mais ils contredisent les scénarios les plus pessimistes. Sur le plan institutionnel, le dispositif est présenté comme expérimental, donc évalué, et non comme un récit définitif. Cette posture change le traitement du risque. Les craintes sont sans reconnues, puis confrontées au terrain. La discipline n'apparaît pas comme un miracle. Elle se manifeste comme une routine encadrée, répétée et vérifiable. L'ancien statut pénitentiaire n'est ni effacé ni glorifié. Il est contenu dans une fonction précise avec des obligations et des contrôles. Autrement dit, les données disponibles n'annulent pas l'inquiétude. Elles obligent toutefois à admettre qu'un ordre fonctionnel peut émerger sans reproduire les schémas antérieurs, à condition d'être mesuré et corrigé en continu. Le débat se déplace alors, moins sur l'intention morale, davantage sur la capacité à tenir dans la durée. À mi-parcours, le déplacement le plus décisif n'est ni un nouveau chiffre spectaculaire, ni une annonce politique. Il tient dans une idée plus discrète. La réforme commence à fonctionner lorsqu'elle cesse d'attirer l'attention. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est plus seulement de reprendre le terrain, mais de le tenir sans rupture, jour après jour, sans événement déclencheur permanent. Ce glissement change la nature du débat, la sécurité ne s'affirme plus comme une réponse exceptionnelle à une crise permanente. Elle devient une routine intégrée aux usages quotidiens des territoires reconquis.
Les patrouilles gagnent en régularité, les itinéraires deviennent prévisibles. Les interactions avec les communautés cessent d'être improvisées. Cette normalisation progressive produit un effet paradoxal. Plus l'ordre devient ordinaire, moins il est visible médiatiquement, mais plus il devient coûteux à remettre en cause. La souveraineté n'est alors plus invoquée comme un principe abstrait. Elle se teste dans la capacité à maintenir des marchés ouverts, des routes praticables et une présence administrative minimale sans interruption. Chaque journée sans incident renforce la crédibilité de la précédente. Les villages n'annoncent pas une victoire. Ils ajustent leur comportement. Les acteurs locaux cessent d'anticiper l'urgence permanente et recommencent à planifier. C'est ce point de bascule silencieux qui redessine les rapports entre État, sécurité et société. La question centrale n'est plus de savoir si le modèle impressionne, mais s'il peut devenir banal sans s'effondrer. Les effets de la réforme se lisent désormais à travers 4 groupes dont les trajectoires, longtemps disjointes, commencent à se recouper. Pour l'État, la reprise territoriale modifie la nature même de l'action publique. Les administrations cessent de gérer des zones fragmentées et retrouvent une continuité minimale. Plus de 120 taxes commerciales rouvrent, des dizaines de villages récupèrent un marché hebdomadaire fonctionnel. Cette lisibilité réduit les coûts d'urgence et permet un redéploiement progressif des ressources vers des services civils. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la souveraineté cesse d'être un discours et devient une capacité observable à maintenir des usages réguliers sur un territoire continu. Pour les forces de sécurité, l'impact est d'abord opérationnel. Les unités issues de la réforme ne remplacent pas les forces régulières, elles les complètent. Leur connaissance des itinéraires informels et des zones grises réduit l'imprévisibilité adverse. La baisse des embuscades se traduit par une mobilité accrue et une fatigue moindre. Les patrouilles deviennent plus régulières, moins défensives. Le rythme change. La mission n'est plus vécue comme une succession de crises, mais comme une présence durable. Cette normalisation explique pourquoi les gains sécuritaires se consolident plutôt que de s'éroder à court terme. Pour les communautés locales, les conséquences sont immédiatement perceptibles. Les marchés rouvrent sans escorte exceptionnelle. Les transporteurs reprennent des axes abandonnés. Les artisans et commerçants circulent à nouveau dans les zones rurales. La sécurisation des champs et des canaux permet une exploitation continue des terres. Les gestes de confiance se multiplient. Repas déposés aux casernes, outils partagés, coopération spontanée lors des travaux communautaires. La relation entre civils et soldats se recompose. L'uniforme n'incarne plus uniquement la contrainte. Il devient un indicateur de protection encore fragile, mais reconnu. Pour les acteurs régionaux, l'effet est stratégique. Le Mali et le Niger envoient des délégations pour observer le dispositif, non par fascination idéologique, mais par pragmatisme. Le modèle intéresse parce qu'il repose sur des ressources internes et une discipline mesurable. Les anciennes puissances restent prudentes. Les rapports évoquent une expérience non conventionnelle sans la qualifier explicitement. Ce silence traduit une gêne analytique. La stabilisation observée contredit des cadres fondés sur la dépendance structurelle. Ces 4 lectures convergent vers un même point. La réforme ne produit pas seulement des gains sectoriels. Elle réaligne des intérêts qui évoluaient jusque-là en parallèle. L'État retrouve une capacité d'action lisible. Les forces opèrent avec moins d'attrition. Les communautés réinvestissent l'espace public. Les voisins observent une alternative possible. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, la cohérence devient à la fois le principal résultat mesurable et le principal enjeu pour la suite. À l'horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent. Elles ne décrivent pas des certitudes. On camait des chemins conditionnels, fondés sur des signaux déjà observables, plutôt que sur des projections abstraites. Le point commun tient à une méthode. Si la dynamique est consolidée, alors les effets se stabilisent. Si elle est fragilisée, alors le coût du recul devient élevé. Dans un scénario de base, si la tendance actuelle se prolonge sans accélération spectaculaire, les routes sécurisées restent praticables et les marchés rouverts continuent de structurer la vie locale. Les unités issues de la réforme s'intègrent progressivement aux forces régulières, sans élargissement massif du dispositif. Les gains agricoles observés se stabilisent. La baisse des incursions armées se poursuit à un rythme modéré. Dans cette configuration, la réforme s'inscrit dans une continuité administrative.
moins de discours, davantage de procédures, et c'est une évaluation régulière des écarts entre objectifs et résultats. La stabilité demeure fragile, mais elle devient prévisible. Et dans un scénario optimiste, si l'amplification reste maîtrisée, la coopération entre civils, unités mixtes et forces régulières s'approfondit. Les anciens détenus les plus aguerris deviennent encadrants, renforçant la discipline et la transmission des routines. Les échanges régionaux s'intensifient, avec des formations conjointes observées par des délégations voisines. Le Burkina Faso glisse alors d'un statut d'expérimentation à celui de référence technique. La souveraineté ne s'affirme pas par rupture, mais par diffusion progressive d'un modèle adaptable. Cette trajectoire suppose une constance politique et l'absence d'incidents majeurs. Dans un scénario défavorable, et même si une faille interne apparaît, incident disciplinaire grave, rupture de commandement ou épuisement logistique, la confiance nouvellement acquise peut se fissurer rapidement. Le contre-coup serait d'abord psychologique. Les critiques trouveraient un terrain fertile. Les partenaires prudents suspendraient leur observation active. L'échec ne serait pas total, mais y réinstallerait une lecture fataliste coûteuse à inverser. Une recommandation de méthode s'impose, ne pas confondre vitesse et solidité, avancer par consolidation plutôt que par accumulation, mesurer chaque étape avant d'en ouvrir une nouvelle. C'est sur cette discipline du temps que se jouera la suite. À ce stade, la réforme cesse d'être un mécanisme institutionnel abstrait et commence à produire des effets différenciés selon les profils sociaux, y compris pour le spectateur qui observe à distance. Pour une partie de la jeunesse urbaine, les images d'entraînement et de patrouille largement diffusées ne sont pas perçues comme de simples démonstrations militaires. Elles fonctionnent comme la preuve qu'un parcours peut être redirigé sous contrainte, discipline et encadrement. L'idée qu'un échec n'est pas nécessairement définitif s'installe, sans glorification de la dureté du dispositif. Pour les familles directement concernées, l'impact se joue sur un registre plus intime. Les mères et les proches qui attendaient autrefois derrière les barreaux se retrouvent désormais lors des permissions ou des rassemblements officiels. Le même visage, autrefois associé à la honte ou à l'inquiétude, apparaît sous un uniforme qui impose une forme de respect. La douleur du passé ne disparaît pas. Elle se transforme. Les repas déposés aux casernes, les vêtements offerts, les outils prêtés lors de travaux communautaires deviennent des gestes de soutien discrets. La réconciliation ne passe pas par des discours, mais par une accumulation de preuves quotidiennes. Pour la diaspora, la transformation agit comme un contre-récit. À distance, beaucoup avaient intégré l'image d'un pays condamné à la dépendance ou à l'instabilité chronique. Observer une réforme produite et évaluée localement suscite des débats nourris. Certains y voient un modèle de dignité active. D'autres rappellent la fragilité de l'expérience et la possibilité d'un retournement. Tous reconnaissent cependant un point commun. L'État redevient lisible. Il ne promet pas l'idéal. Il démontre une capacité d'action. Ce déplacement touche le spectateur au-delà du cas burkinabé. Il invite à reconsidérer ce que signifie juger une politique publique, moins par ses intentions proclamées, davantage par ses effets observables. À mesure que la réforme change de nature, une feuille de route plus structurée apparaît, non pour prouver une rupture, mais pour éviter une rechute. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, l'objectif n'est plus d'accélérer, mais de stabiliser ce qui fonctionne déjà en l'exposant à des critères vérifiables. D'abord, une double tutelle claire. La défense et la justice encadrent conjointement l'ensemble des centres de formation. Cette articulation vise à uniformiser les critères de sélection, prévenir les dérives et garantir que chaque recrue traverse le même filtre disciplinaire, indépendamment de son passé. La justice n'est pas contournée, elle encadre. Ensuite, c'est la discipline comme langage commun. Les routines militaires servent de cadre civique partagé. Il ne s'agit pas de militariser la société, mais d'introduire une continuité institutionnelle entre sanctions, apprentissage et service. La discipline devient lisible, répétée, contrôlable. Puis, des indicateurs exposés. Récidive, village sécurisé, infrastructures remises en service, économie budgétaire redéployée. Chaque axe est suivi dans le temps. La réforme n'est pas protégée par un récit politique. Elle est confrontée aux chiffres, ce qui permet des ajustements rapides plutôt que des corrections tardives. Après cela, l'ancrage régional.
Des accords de coopération avec le Mali et le Niger ouvrent une observation croisée des dispositifs et une mutualisation de certaines formations. L'enjeu n'est pas l'exportation d'un modèle, mais la comparaison de pratiques dans des contextes similaires. Enfin, la continuité administrative. Moins d'annonces, plus de procédures. La réforme devient ordinaire, intégrée aux usages quotidiens. C'est cette banalisation contrôlée qui conditionne sa durabilité. Cette feuille de route ne supprime pas les risques, elle les rend traitables. La question reste ouverte. Cette capacité à mesurer et corriger en continu suffira-t-elle à tenir dans le temps ? La scène finale renvoie aux images ordinaires observées au début, mais à une autre échelle. Lors d'un défilé récent, les rangs avancent sans emphase. Les gestes sont sobres, répétés, presque banals. Parmi eux, certains exécutent le même salut simple aperçu autrefois à l'entrée d'un village, celui qui avait suffi à dissoudre une peur accumulée. Le rappel n'est pas symbolique, donc il est pratique. La réforme ne nie pas le passé. Elle exige une tenue nouvelle, visible et constante. Au milieu des rangs, Ibrahim Traoré ne se tient pas à distance. Il marche, observe, ajuste. Le message n'est pas spectaculaire, il est lisible. La transformation ne repose ni sur l'oubli, ni sur la glorification. Elle s'appuie sur une continuité d'exigence. La dignité n'est pas accordée, elle se pratique chaque jour sous le regard des autres. Dans la foule, les réactions restent contenues, presque prudentes. Pourtant, quelque chose se déplace. La peur recule sans proclamation. La fatalité se fissure. L'idée d'un recommencement collectif cesse d'être théorique parce qu'elle devient observable, mesurée, incarnée. Une phrase circule sans être scandée. La valeur d'un individu se prouve dans l'engagement présent. En cas, c'est ici que la réforme trouve sa portée la plus durable. Non dans l'annonce, mais dans cette capacité à rendre la cohérence partageable et suffisamment crédible pour être transmise. Rien dans cette trajectoire n'a été spectaculaire au sens classique. Tout repose sur des ajustements progressifs, des choix observables et une cohérence construite dans le temps. Le Burkina Faso ne cherche ni à imposer un modèle, ni à revendiquer une exception. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, il expose une possibilité, celle d'une action publique évaluée par ses effets, non protégée par un récit, mais par des routines vérifiables. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter. Il consiste à interroger ce que cette expérience révèle sur les marges de manœuvre des sociétés en crise. C'est jusqu'où une communauté peut-elle aller lorsqu'elle décide de produire ses propres réponses avec ses contraintes, ses risques et ses responsabilités ? Quels critères permettent de juger une réforme autrement que par ses intentions proclamées ou ses slogans ? Ouvrir ce débat, c'est déjà participer à la dynamique décrite. Examiner les faits, confronter les lectures, questionner les limites, sans nier les déplacements réels. La discussion ne demande ni conviction préalable, ni conclusion définitive. Elle invite simplement à penser ce qui devient possible lorsque des certitudes longtemps considérées comme immuables commencent à vaciller.